RCF. Le débat sur l'islam de France est un peu hystérisé, il est passionnel. C'est-à-dire qu'on peut rien dire parce que tout de suite on est taxé d'islamophobie. Et donc c'est bien de mettre les choses à plat sur la carte. Et ce livre, c'est vraiment un livre anti-fantasme, un livre chirurgical. C'est-à-dire qu'on suit à la trace l'argent. Et là il n'y a pas de contestation possible. On ne peut pas vous dire, l'argent il est là, les factures sont là, les documents sont là, les mails sont là. Donc il y a des preuves de ces financements. C'est le journaliste Christian Chesneau que nous venons d'entendre sur ce sujet sensible qu'est le financement de mosquées, de centres islamiques et d'écoles en France par des fonds étrangers et notamment à Lille. Pour comprendre à quelle vigilance les auteurs de l'ouvrage Qatar Papers appellent, nous avons rencontré élus locaux, experts et membres du lycée Averroès. Ces versements sont-ils au service d'une stratégie d'influence sur l'islam ? Qu'est-ce que l'islam politique et pourquoi serait-il en conflit avec l'idéal de la République ? Comment les élus locaux sont-ils interpellés par l'arrivée de ces pétrodollars ? L'affaire de tous, Madeleine Vatel. Christian Chesneau a coécrit avec le journaliste Georges Malbruno un livre qui s'intitule Qatar Papers, publié aux éditions Michel Lafon, un livre documenté où il est question de Qatar Charity, la plus puissante ONG du Qatar, émirat du Moyen-Orient. Et les auteurs établissent des liens très clairs entre cette ONG et les frères musulmans. Ils démontrent, documents à l'appui, comment deux projets de la métropole lilloise sont concernés, la mosquée de Villeneuve-d'Ascq et l'établissement scolaire d'Averroès situé au sud de Lille. À l'heure où nous enregistrons, Xavier Bertrand vient de suspendre les subventions pour ce lycée musulman sous contrat. Le président de la région des Hauts-de-France veut faire la lumière sur ces financements étrangers. Christian Chesneau, co-auteur de Qatar Papers. Ça a toujours été un vivier des frères musulmans ici, dans le Nord. Voilà. Et donc, beaucoup de cadres, notamment, sont venus du Maroc, du Rif, etc., se sont installés ici. Et donc, le Nord est une région où les frères musulmans sont assez influents. Et puis, il y a deux projets phares. Ce lycée Averroès, qui est le premier lycée musulman confessionnel de France, et puis la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Et nous, ce qu'on a appris, c'est que dans nos papers, dans nos documents, c'est que le Qatar finançait via une ONG, Qatar Charity, finalement, ces deux établissements du nord de la France, mais en finançait une vingtaine en France. Et c'est vrai que ça nous a interpellés, surpris, parce que le Qatar est surtout connu pour son soft power économique, immobilier, sportif, médiatique, culturel, et on ne s'attendait pas à ce que ce petit pays, grand comme la Corse, 300 000 habitants, c'est à peu près une ville comme Reims, comme Angers, eh bien, finalement, investissent en France et dans toute l'Europe. 140 projets dans toute l'Europe. Il y a une idéologie, celle des frères musulmans, qui est quand même une idéologie qui véhicule un islam plutôt conservateur, voire rétrograde. Et donc, évidemment, ça pose débat, ça fait débat dans la société française actuelle, où il y a plein de questions. Et donc, voilà, donc le livre est là pour éclairer, apporter des réponses, et surtout pour les maires, pour les citoyens, pour tout le monde, pour les musulmans aussi, pour faire un état des lieux et finalement cartographier ces réseaux qatariens en France et en Europe. Faire un état des lieux, cartographier derrière ces financements, la mise en garde des journalistes porte sur le projet plus global des frères musulmans. Cette confrérie sunnite prône un islam qui à terme pourrait prendre en charge toutes les sphères de la société. Il s'attarde sur une idéologie où le communautarisme irait à l'encontre de l'idéal républicain. Quel est cet islam en provenance de l'Égypte dont il est question dans l'ouvrage Qatar Papers ? Antoine Fleffel, théologien et philosophe franco-libanais, revient sur l'origine des frères musulmans. L'islam politique trouve ses sources dans un mouvement et une prise de conscience dans des milieux musulmans à la fin du XIXe siècle. Lorsque des musulmans ont voulu réagir à l'occupation de leur territoire par l'Occident, entre guillemets bien sûr ces expressions, une occupation qui n'est pas seulement physique, mais une occupation des mentalités. L'un des premiers à créer le mouvement moderne du salafisme s'appelait Al-Afrani, et c'est lui-même qui a considéré que l'islam est un outil de résistance face à cet Occident qui pénètre les terres musulmanes et qui non seulement transforme la terre, mais transforme aussi l'être humain. Et c'est ainsi que, intellectuellement, un islam voulant s'utiliser comme outil de résistance dans le domaine de la politique naquit. Il faut le distinguer de l'islam classique qui conçoit la cité comme étant gérée par un régime califal que tout le monde connaît et qui est évoqué dans les livres d'histoire. Par la suite, ce mouvement initié à la fin du XIXe siècle, et j'insiste qui était intellectuel, se concrétisa au début du XXe, juste après l'abolition du califat par Atatürk.
en 1924. Ainsi, c'est dès 1928 que les frères musulmans furent créés avec Hassan al-Banna. Et depuis 1928, le but des frères musulmans et de toute mouvance islamique s'inscrivant dans leur logique, le but est le rétablissement de l'État islamique. Un État islamique, c'est-à-dire un espace politique géré par la loi islamique, bien sûr la loi islamique telle que ce courant que je qualifie même d'idéologie le conçoit. C'est-à-dire, pour résumer, ce courant qui a traversé tout le XXe siècle et dont l'État islamique et Al-Qaïda ne sont que des avatars, des concrétisations. Ce courant cherche à créer un État géré par la religion musulmane telle que eux la conçoivent. C'est-à-dire, c'est une sorte de théocratie. Quand on parle d'islam politique en général, parce que l'islam politique est une nébuleuse, c'est quelque chose de très complexe, il y a beaucoup de branches, mais l'idée générale ou l'essence de l'islam politique, c'est de vouloir gérer l'espace commun, l'espace public, l'espace politique, à partir d'une interprétation, en général très rigoriste de l'islam. Donc voilà comment on comprend aujourd'hui l'islam politique. L'influence des frères musulmans, son extension possible en Occident et sa complexité sont au cœur des documents publiés dans cet ouvrage qui recense 22 projets financés en France. Antoine Fleffel s'interroge sur cette conception de l'islam et les questions qu'elle pose. Tout pays, à travers ses œuvres ou ses financements à l'étranger, essaye d'étendre son influence. C'est une problématique géopolitique très classique. Alors, le problème auquel on pourrait faire face, et j'utilise bien le conditionnel, c'est que derrière ces financements, il y ait une version de l'islam qui est transmise, une version qui pourrait être incompatible avec les principes majeurs qui fondent l'espace européen, dont fait partie la France, des principes majeurs comme ceux des droits de l'homme, de la liberté de conscience, de la citoyenneté, de l'égalité de tous, de la laïcité, de la séparation claire et nette entre le politique et le religieux. Cela est le problème des financements, tout en sachant que nous avons un exemple typique des dégâts que pourrait provoquer un tel financement. L'Arabie saoudite, pendant plus de 4 décennies, a dépensé plus de 100 milliards de dollars pour répandre un islam que je qualifierais de presque obscurantiste, qui est celui du wahhabisme. Et nous en avons vu les fruits dans bien des pays qui ont participé aux révoltes arabes à partir de 2011, lorsque bien des imams ou des milieux musulmans financés par l'Arabie saoudite et professant l'islam wahhabite que le royaume prêche. Donc lorsque ces milieux ont proposé des visions de la société qui s'inscrivent carrément dans le cadre de l'islam politique tel que je viens de le définir. Donc le danger de tel financement n'est pas seulement ou n'est pas forcément dans l'influence politique que peut avoir un pays, parce que cela est classique, mais le danger est surtout dans la version de l'islam qui est transmise. Et si cette vision de l'islam est obscurantiste et s'oppose aux principes européens que je viens d'évoquer, là est le danger. Le danger, c'est de vivre, par exemple en France, dans des îlots où des communautés musulmanes professent un islam qui ne peut pas être compatible avec les principes des droits de l'homme, laïcité et citoyenneté. L'affaire de tous, Madeleine Vatel. Et revenons maintenant à Lille et au conseil régional où l'origine de ces financements et leur intention interroge. Nous sommes quelques jours après les révélations du livre Qatar Papers en pleine assemblée plénière le 25 avril 2019. Je vous propose d'écouter Patricia Chagnon. Elle est élue du Rassemblement national et en tenant l'ouvrage à la main, elle interpelle Xavier Bertrand au moment des questions orales. Ça nous concerne directement ici dans la région Hauts-de-France. Le lycée Averroès a reçu d'importantes sommes de Qatar Charity. En total, les 2 journalistes fournissent les preuves pour un montant d'au moins 3 millions d'euros versés par cette ONG au lycée Averroès. Page 103 de ce livre. Compte tenu de cette influence grandissante des préceptes des frères musulmans dans la région des Hauts-de-France, désormais indiscutable, et les programmes de déradicalisation qui ont tendance à occulter que l'islamisation conservatrice sournoise avance lentement mais sûrement ses pions, il est urgent d'ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe ici, chez nous. Cela fait d'ailleurs partie intégrale de la stratégie des frères musulmans. S'opposer au terrorisme pour se vanter de promouvoir un islam du milieu, mais qui cache derrière des objectifs de communautarisme et des pratiques d'un islam très conservateur.
Faut-il voir dans cette question de Patricia Chagnon une dramatisation, une exagération de la part d'une élue d'extrême droite ? Elle interroge ici le respect des conventions signées entre un établissement privé qui bénéficie des fonds publics parce qu'il est sous contrat et en l'occurrence ses subventions sont bien dans les attributions du conseil régional. Elle cite ici quelques pages. Les auteurs concluent, et je les cite, « Les centaines de pages d'argumentaires et de notes internes à Qatar Charity ne laissent aucun doute sur l'objectif poursuivi par cette ONG, à savoir renforcer l'identité islamique et de continuer à enraciner l'islam politique dans des communautés musulmanes en Europe, ni sur sa stratégie pour y parvenir, qui passe par l'édification de mosquées autour de centres de vie animés avec des salles de classe, des bibliothèques, des espaces culturels et commerciaux. Qatar Charity est soutenu par les plus hauts dignitaires de Doha et l'émir lui-même. Le Qatar cherche à influencer l'islam dans l'Hexagone. Notre responsabilité collective, qui est de défendre les intérêts des habitants des Hauts-de-France et de les protéger contre le prosélytisme religieux, demande aux responsables politiques de trouver les moyens d'agir. 5 minutes sont écoulées, madame. C'est bon. Voilà, on entendait Xavier Bertrand, le président de région, qui ne va pas laisser cette interpellation sans réponse. C'est Nicolas Lebas, le vice-président en charge de l'enseignement supérieur, qui va lui donner. C'est lui qui siège au conseil d'administration du lycée Averroès. En effet, après que Mme Chagnon ait mobilisé 5 minutes pour agiter les peurs et les fantasmes, je vais essayer en un peu moins de temps de vous apporter 3 éléments de réponse. Les représentants du lycée Averroès ont évidemment l'obligation de souscrire à la charte de laïcité dans le cadre du financement qu'ils sollicitent auprès du conseil régional. Et je veux vous dire ici avec force, je l'ai d'ailleurs sous les yeux, que c'est ce qu'ils ont fait. Les représentants du lycée Averroès ont signé la charte de la laïcité en date du 10 février 2019 par l'entremise de leur représentant légal, M. Amar Lasfar. Troisièmement, la question relève in fine de l'État, puisque c'est lui qui doit assurer que les conditions du contrat d'association qu'il a passé avec l'établissement sont effectivement bien remplies dans les faits, qu'il s'agisse du respect des programmes de l'éducation nationale, du caractère facultatif des cours religieux. Et le président du conseil régional avait d'ailleurs interpellé dès 2017 le recteur de l'académie sur cette question, c'était Luc Johan. Les révélations qui ne nous ont pas échappé du livre que vous avez agité tout à l'heure de M. Malbruno et de Christian Chesneau ont donc conduit le président Xavier Bertrand à saisir à nouveau le ministre de l'Éducation nationale dès le 8 avril pour obtenir des éclaircissements sur le contrôle par l'État des obligations de l'établissement liées au contrat d'association et surtout de la manière dont l'Éducation nationale se prémunit contre toute ingérence ou incursion d'une puissance étrangère dans le financement de la scolarité des élèves ou de l'établissement. Voilà, Monsieur le Président, les éléments un peu moins fantasmatiques, mais très concrets que je voulais apporter en réponse à l'interprétation de Madame Chagnon. À l'interpellation, pardon. Mais Je rajouterai juste qu'en termes de vigilance, j'ai aussi saisi à nouveau début avril Monsieur Blanquer pour justement avoir toutes les précisions sur les contrôles qui sont exercés et assumés par l'État. Voilà, on le voit bien, on est là en présence d'un sujet sensible, mais pourquoi s'inquiéter d'une ONG que d'aucuns rapprochent de Médecins sans frontières, par exemple ? Dans ce livre, Qatar Papers, les auteurs mettent en valeur l'un des programmes de Qatar Charity, baptisé Al-Rais, référence arabe à la pluie qui apporte ses bienfaits à l'humanité comme la prédication du prophète Mahomet. C'est un programme, je cite, pour la propagation de la culture islamique en Europe et dans le monde, et notamment par le biais d'écoles. Dans quelle mesure ces financements sont-ils mis au service de l'islam des frères musulmans ? C'est tout l'enjeu et c'est aussi toute la difficulté que rencontrent les élus. Pour y voir plus clair, le conseil régional a donc décidé d'interpeller directement le ministère de l'Éducation nationale. Il a envoyé 3 courriers à Jean-Michel Blanquer sans recevoir aucune réponse. Pourquoi ce silence ? Pour Manuel Martin, en charge des lycées au sein du Conseil régional des Hauts-de-France, c'est incompréhensible. Nous sommes posé la question de la remise en cause du principe de laïcité de par ses financements et donc le président lui posait la question par courrier. Il nous a accusé réception de notre courrier mais sans y répondre le 17 mai dernier et nous venons de renvoyer le 30 septembre 2019 de nouveau un courrier au ministre n'ayant toujours pas de réponse. Nous avons pour le moment bloqué les financements à destination de cet établissement. Voilà, un courrier envoyé après que le lycée Averroès a fait une demande de subvention au conseil régional concernant l'équipement informatique et des travaux de rénovation de toiture pour un montant de 45 300 €. Avant de donner le feu vert, Xavier Bertrand exige une réponse du ministère de l'Éducation et d'ici là, le président de région bloque les financements comme il l'explique dans une interview donnée à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Nous sommes aujourd'hui en conflit avec la direction de ce lycée parce que la région, à ma demande, a bloqué
le financement des investissements. Pourquoi ? Parce qu'il y a un audit qui a été fait par l'Éducation nationale. Depuis maintenant quelques années, je ne réussis pas à avoir les conclusions de cet audit. Je me suis adressé au rectorat, pas de réponse. Je me suis adressé au ministère, pas de réponse. Ce lycée est sous contrat. Sauf que il y a eu aussi les révélations de M. Malbruno sur un livre qui parlait encore une fois de financement direct d'un État, le Qatar. Et que par rapport à toutes ces questions, j'ai dit au ministère, s'il vous plaît, répondez-moi. Je n'ai toujours pas cette réponse. Donc j'ai bloqué les financements et je l'assume. Ça n'est pas la première fois que je l'ai demandé, mais j'en ai marre de ne pas avoir de réponse. C'est à l'État de me dire, mais en attendant, j'ai bloqué. Alors encore une fois, je pense que ça peut très bien se finir devant les tribunaux. J'assume ma position tant qu'il n'y a pas cette clarté. Alors quelles sont les réponses que Xavier Bertrand attend ? Le détail avec Manuel Martin. La réponse que l'on attend, c'est garantissez-nous que les formations dans cet établissement reprennent toutes les thématiques laïques que l'on doit retrouver dans un établissement avec des financements complètement transparents. C'est les financements et c'est l'encadrement, la formation qui en découle, puisque il a été question de la place du religieux dans cet établissement dans un rapport, et donc on a un caractère obligatoire laïque dans tous les établissements de la région des Hauts-de-France. En tout cas, nos financements sont dirigés comme cela. Et c'est cette formation et les financements que nous voulons des réponses. On a juste besoin de garanties. C'est un établissement qui est sous contrat avec l'État. On a besoin que le contrat avec l'État, il est bien en phase à ce qui a été signé à l'époque et que l'État le confirme complètement. Nous attendons la validation de l'État. Quand on aura la validation de l'État, on débloquera immédiatement les fonds. Et de notre côté, nous avons également contacté le rectorat qui n'a pas apporté de réponse pour l'instant. L'affaire de tous, Madeleine Vatel. Nous poursuivons cette émission consacrée aux fonds étrangers en provenance du Qatar et versés à 2 structures lilloises, dont le lycée musulman Averroès. Ce qui est interrogé à travers ces questions posées par les élus, c'est le lien entre la République, cet établissement privé sous contrat, et les fonds provenant du Qatar, ainsi que son influence. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais revenir sur les documents qui sont exposés dans cet ouvrage et sur les montants. Les journalistes publient les scans des virements effectués sur des comptes bancaires. On peut y lire que le lycée a reçu la somme de 3 millions d'euros. Nous sommes donc allés rencontrer les premiers concernés, le lycée musulman Averroès, pour leur demander quelle légitimité ils accordaient à ces documents. En 2 mots, le lycée Averroès a été ouvert en 2003 avec 11 élèves. C'est alors le premier lycée privé musulman français. Aujourd'hui, il compte près de 400 lycéens. C'est un établissement qui affiche près de 92% de taux de réussite au baccalauréat en 2018. Il y a un collège attenant qui, lui, est hors contrat. L'établissement, qui est situé au sud de l'île, nous a reçus très rapidement. Vous allez l'entendre. Maklouf Mamesh, c'est le directeur adjoint du lycée, le directeur financier. Il dirige également la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman créée il y a 5 ans. Et il conteste non pas d'avoir reçu de l'argent du Qatar, mais le montant, c'est-à-dire les 3 millions d'euros évoqués par les journalistes. Pour lui, il manque un récépissé. J'ai vu qu'il y a une note interne du service de Qatar Charité, comme quoi vous allez verser 2 millions d'euros à Averroès. Mais ça, c'est une note d'un service, je ne sais pas qui, comment, etc. Mais officiellement, je vous le dis, nous n'avons jamais reçu les 2 millions dont prétend M. Malbruno et dire que le lycée Averroès, il a reçu 3 millions. Nous avons reçu 608 000 euros le 19 août 2014. On a écrit un document officiel. Nous avons reçu 316 000 euros le 17 septembre 2014. On a envoyé un document officiel. Et nous avons reçu aussi un autre, ici, on a reçu 18 000 euros. On a envoyé un courrier officiel comme quoi nous avons reçu cette somme. Voilà. Maintenant, je demande à M. Malbruno de me ramener un document officiel envoyé par l'association Averroès à Qatar Charité, comme quoi nous avons reçu les 2 millions d'euros, comme on a fait souvent avec les sommes reçues. Nous avons reçu 1 million d'euros de Qatar Charité. Point barre. Maklouf Mamesh conteste la somme et il minimise ce qu'elle représente sur son budget global. Il affirme qu'il n'a plus rien reçu du Qatar depuis. Écoutez, depuis 2014, depuis qu'on a reçu cette somme, du Qatar, il n'y a pas un seul centime qui est rentré de l'étranger. Depuis 2014, on a fait une demande en 2015, il n'y a rien qui est rentré. Depuis 2014, je vous défie, il n'y a pas un seul centime qui est rentré dans le compte de l'association Averroès. Sur les 50 millions, on a reçu, je pense en 2011, 250 000 euros de la banque de développement basée à Jeddah. Cette somme-là, elle est rentrée directement, quand on a acheté le local Averroès, elle est rentrée directement sur le compte du vendeur.
Il n'est même pas rentré sur le compte d'Averroès. Vous ne trouvez pas des traces parce que c'est comme ça. Eux, quand ils aident des projets comme ça, au lieu de donner l'argent à celui qui la demande, ils disent non, par principe, si vous voulez acheter, on paye directement le vendeur. Et c'est tant mieux pour qu'il soit sûr que cet argent, il est parti pour l'achat. Sinon, on n'a rien reçu. L'argent, il provient de France et la communauté musulmane qui a financé le lycée Averroès. On est un établissement comme les autres. Par exemple, on collecte l'argent de la taxe d'apprentissage aussi en France. Et il n'y a que les sociétés qui payent sa taxe d'apprentissage. Oui, il y a des entrepreneurs qui versent leur taxe d'apprentissage pour le lycée Averroès. On organise parfois des galas ou des dîners caritatifs payants. Oui, il y a des gens qui viennent et qui donnent des sommes parfois considérables. Je ne sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros. Voilà, c'est des mécènes. Voilà, on essaie de trouver autour de nous des gens fidèles au lycée Averroès qui financent, bien sûr, parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas vivre sans financement. Or, aujourd'hui, ils veulent de nous qu'on existe, mais sans finance. Comment ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il faut qu'on reste vivant, il faut qu'on continue. Écoutez, moi j'aurais bien aimé recevoir des millions d'euros pour bâtir le lycée Averroès. Vous savez, j'ai plein de projets ici. J'ai un projet qui coûte environ 10 millions d'euros. Bâtir, construire un grand bâtiment pour accueillir des élèves dans de bonnes conditions. Ça, c'est mon souhait énorme. Mais vous savez, depuis 2014 à aujourd'hui, il n'y a aucun projet maintenant déposé ni à Qatar Charity, ni à Qatar tout court. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est du fantasme. Monsieur Malbruno, il est en train de faire du fantasme. Quand je vois ces chiffres-là, la moindre des choses, c'est de vérifier vraiment l'exactitude de l'information. L'affaire de tous, Madeleine Vatel. Alors pourquoi ces fonds étrangers posent-ils autant de questions ? Car ces fonds en tant que tels ne sont pas illégaux. Mais dans le livre, les auteurs font très clairement ce lien entre l'ONG Qatar Charity, l'émir du Qatar, qui serait son premier contributeur, et le développement d'un islam politique, celui des frères musulmans que soutient ouvertement le Qatar. Ces financements provenant de l'étranger ne sont pas nouveaux. Ce qui interroge, c'est que ces financements vont vers un lycée. Et il faut aussi préciser que Amar Lasfar, le président de l'association Averroès, est aussi le président des musulmans de France, autrefois appelé UOIF et associé aux frères musulmans. Revenons au lycée lillois. Pour son établissement, Maklouf Mamech préfère parler d'un islam éducatif. Il nie en bloc une quelconque contrepartie et donc une quelconque influence. Oui, bien sûr. Il faut faire la différence entre les fonds qui viennent des autorités ou d'un État. Là, on peut dire que ils peuvent influencer, ils peuvent demander des conditions. Mais quand ils viennent d'une ONG, il y a plein d'ONG dans le monde aujourd'hui, heureusement. Et moi, personnellement, je préfère, bien sûr, de l'argent qui prévient des ONG. C'est pas de l'argent qui prévient d'un État. Parce que de l'argent qui prévient d'un État, c'est officiel et c'est conditionné souvent. Par contre, l'argent qui vient des ONG, c'est aussi officiel, mais c'est pas conditionné. C'est la charité, en quelque sorte, voilà. Mais l'ONG Qatar Charity est-elle vraiment une ONG comme les autres, comme l'a dit Maklouf Mamech, le directeur financier du lycée Averroès à l'instant? Dans le livre, les journalistes détaillent les ressources de Qatar Charity. Le tableau des principaux contributeurs montre que le numéro 1, c'est le bureau de l'émir. C'est pourquoi ce que le conseil régional demande, c'est la lumière sur le statut et la place du religieux dans l'établissement. Nous allons entendre un professeur de philosophie qui a exercé au lycée Averroès à son ouverture en 2014 et qui a depuis quitté l'établissement. Et pour lui, rien n'a changé aujourd'hui. Soufiane Zitouni est professeur de philosophie. Il estime que l'atmosphère est bien celle d'un islam politique et il l'a découvert alors qu'il préparait son cours. J'ai eu cette idée de faire travailler mes élèves sur le grand philosophe Averroès, Ibn Rushd en arabe, un grand philosophe du Moyen-Âge. Et justement, un philosophe qui considérait que les musulmans devaient aller dans le sens de la philosophie, de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique, etc., de la science. Bon. Donc je vais au CDI pour préparer mon travail sur ce thème, c'est au CDI du lycée Averroès, et là, à ma grande surprise, je vois qu'il n'y a aucun ouvrage d'Averroès et non plus d'ouvrage sur Averroès, donc aucun livre concernant ce grand philosophe. Et en revanche, je tombe assez rapidement sur des livres de Tariq Ramadan, de son frère Hani Ramadan. Et là, on m'avait dit que ce lycée avait été créé par
l'UOIF en fait, par Lasfar, président de l'UOIF, donc proche des frères musulmans, donc on m'avait un peu mis en garde, mais je m'étais dit, comme c'est le premier lycée musulman de France, et que moi, par mes origines algériennes et ma culture musulmane, je m'étais dit que j'avais sans doute peut-être un rôle à jouer dans ce lycée pionnier, croyant que ce lycée travaillait vraiment dans l'esprit du philosophe Averroès, très naïvement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était qu'une vitrine, qu'une image pour donner une image positive de ce lycée, mais qu'en réalité, Averroès, il s'en fichait totalement, et que ce qui comptait, c'était plutôt cette pensée sulfureuse, politique, islamiste, des frères Ramadan, Et rapidement, ce professeur se rend compte que chez les élèves aussi, un certain discours prédomine. Moi, j'ai entendu des élèves au lycée Averroès, des tout petits, des élèves du collège, me dire que la musique, c'est haram, c'est interdit. Et après, c'est allé crescendo, si vous voulez. Je me suis rendu compte de plus en plus dans mes cours, de la part de mes élèves, qu'ils étaient lecteurs de Tariq Ramadan, par exemple, qu'ils étaient fans de Ramadan, que Averroès, il s'en fichait, et que il y avait beaucoup d'élèves au lycée Averroès qui étaient dans cette idéologie, n'ayons pas peur des mots, idéologie frériste, idéologie des frères musulmans. Donc un islam pas du tout ouvert, un islam très dogmatique, qui considère que le voile est une obligation pour toutes les femmes musulmanes, alors que c'est faux. Il y a même Tariq Kobrou, ex-membre de l'UOIF, imam de Bordeaux, dit depuis quelques années que le voile n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, j'ai tenu ce discours à mes élèves voilés et elles m'ont tenu tête en me disant mais non, mais vous dites n'importe quoi, le voile est une obligation, on ne peut pas changer cela. Donc je me suis rendu compte assez rapidement que effectivement c'était cet islam-là qui dominait au sein de cet établissement et pas du tout un islam ouvert comme je l'avais espéré, Et pour Soufiane Zitouni, ce professeur de philosophie, il ne faut pas sous-estimer ce qui peut se passer à travers l'éducation et l'école. Moi, j'appelle ça mettre le pied dans la porte, en fait. C'est-à-dire trouver un angle, une faille dans le système pour entrer et propager l'idéologie en question. Faut pas tourner autour du pot. C'est une internationale. C'est basé au Qatar, mais les Émirats aussi sont dans le coup. Moi, je sais que c'est un discours très politique, très communautariste. Il y a une internationale islamiste. Il faut quand même en avoir conscience de cela. Alors maintenant, quel est l'intérêt pour ces pays-là, ces pétromonarchies? Quel est leur intérêt de développer des lycées comme le lycée Averroès? Mais c'est tout vu. L'intérêt, c'est de faire avancer cette idéologie par le biais de l'éducation, par le biais de l'école. Voilà, et à noter qu'une inspection de l'académie avait eu lieu en 2015 à la suite de la démission de ce professeur qu'on vient d'entendre et à la demande également du lycée. Face au silence du ministère de l'Éducation nationale, difficile de savoir s'il existe aujourd'hui une dérive dans l'enseignement qui est donnée. Nous venons d'entendre le témoignage de ce professeur de philosophie sur ce qu'il a vu à son arrivée. Je vous propose d'entendre la réponse du directeur adjoint aujourd'hui qui refuse d'être associé à un quelconque communautarisme. Notre idéologie, c'est l'islam de France. C'est la loi française. Le wahhabisme ou le salafisme ou le je ne sais pas quoi, c'est pas ici. Notre credo, c'est de travailler dans des conditions nobles, dignes et de transmettre ce savoir à nos élèves dans un cadre légal, sans aucun problème. Celui qui veut faire l'idéologie, c'est pas le terrain Averroès, ce n'est pas fait pour ça. Ici, on enseigne. Notre pensée, elle est très connue. C'est pas du jour au lendemain, on découvre Makhlouf Mamesh ou Ammar Lasfar ou toute l'équipe qui travaille. On est des acteurs au sein de la communauté musulmane et la communauté musulmane nous fait confiance aujourd'hui. Donc on vient pas aujourd'hui pour me dire que quelle idéologie vous enseignez ou quel. Vous me dites quel programme, oui, au lycée Averroès, je peux vous dire. Mais quelle idéologie, vous voulez dire quoi? Je comprends pas exactement. Des gens qui essayent de semer un petit peu le doute avec des termes un peu gonflés. Là, il faut aussi rappeler le contexte d'ouverture de ce lycée. Il est né d'une réaction à l'expulsion d'une vingtaine de jeunes filles voilées refoulées du lycée Faidherbe et prises en charge à l'époque par la mosquée de l'île Sud en 1992. L'affaire de tous, Madeleine Vatel.
Et à travers ce livre, les auteurs démontrent aussi le rôle des élus. Ont-ils le pouvoir de savoir ce qui se passe sur leur territoire? Connaissent-ils tous les tenants et aboutissants de ces structures qui se construisent? Écoutons l'actuel président du département, Jean-René Le Serre. À l'époque, il est sénateur UMP et c'est à ce titre qu'il sollicite des subventions auprès de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Il reste aujourd'hui un fervent soutien à ce lycée car pour lui, c'est un cadre. De la même manière, je suis favorable à ce qu'il y ait un enseignement musulman qui soit conventionné avec l'État. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, à partir du moment où il est conventionné, à partir du moment où l'État y assume des responsabilités, il n'a plus besoin pour exister d'avoir l'aumône des royaumes, émirats divers qui souhaitent effectivement développer une certaine forme de l'islam qui n'est pas celle que je souhaite effectivement voir se développer dans mon pays, d'une part. Et d'autre part, parce que lorsqu'il y a conventionnement, il y a contrôle. Et le simple fait que des gens comme moi, ou comme Bernard Roman, pouvaient aller régulièrement à Averroès pour y parler sur des sujets de société et d'intérêt général, me paraissait effectivement être un élément important d'insertion de la communauté musulmane dans la communauté française. Et ça, je continue à le penser. Je ne veux pas passer pour quelqu'un d'angélique, si vous voulez. J'ai eu des contacts avec Amar Lesfar à diverses reprises. J'ai eu des discussions avec Amar Lesfar. Amar Lesfar est issu des frères musulmans. Mais moi, je dis, je peux me tromper, je dis que cet homme, il a entamé une évolution personnelle qui aujourd'hui l'amène à dire urbi et orbi, Averroès, ce que je veux par Averroès, c'est créer la possibilité d'une classe moyenne musulmane. Qu'avons-nous à perdre à ce que soit créée une classe moyenne musulmane? Je pense qu'on a plutôt tout à y gagner. Voilà, Jean-René Le Serre qui évoque un cadre hors de toute influence. Christian Chesneau, lui, auteur de l'ouvrage Qatar Papers, distingue plusieurs islams et il met celui des frères musulmans à part. C'est ce qu'on appelle l'islam politique, c'est-à-dire que le grand débat, c'est est-ce que l'islam doit rester dans les mosquées, comme la religion doit rester dans les églises. Là, c'est est-ce que l'islam doit rester dans la mosquée ou en sortir. Pour les frères musulmans, c'est un projet de société, c'est de former, je veux dire, le fidèle musulman de sa naissance jusqu'à sa mort, de l'accompagner. C'est pour ça que dans la mosquée cathédrale de Mulhouse, vous avez même une morgue, une piscine, un sauna, une bibliothèque. C'est vraiment ce qu'on appelle un centre de vie, quoi. Et donc, on glisse très vite vers le communautarisme, vers la société parallèle. Faut pas, encore une fois, faire le procès, je veux dire, en hystérie, de sorciers, etc. Mais il faut quand même être vigilant parce que derrière, il y a des forces qui travaillent, il y a de l'argent qui s'investit. Et donc, c'est normal que les maires, les services de renseignement territoriaux se préoccupent de ce qui se passe en France. Et comment s'en préoccuper? Eh bien, en proposant justement une transparence des financements en provenance de l'étranger. Une manière aussi d'apaiser les relations. Bon, tout ça, ça fait un peu désordre. Donc l'idée, effectivement, d'Emmanuel Macron, c'est que, au terme, si le projet de loi voit le jour, c'est un peu de mettre de l'ordre, d'avoir de la traçabilité, de la transparence pour justement enlever les fantasmes et savoir qui finance quoi et qu'on ait une vision que, voilà, parce que comme ce débat est complètement biaisé, hystérisé, on peut plus rien dire. Donc là, au moins, on a des faits et on a un cadre. C'est-à-dire que là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de cadre et que c'est un petit peu, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est justement ce qu'a compris un ancien député du Nord, Christian Vannès, ancien membre de l'UMP. Il reconnaît qu'il lui a fallu du temps pour faire des différences, pris lui-même par un clientélisme qui fausse le jeu. Fervent défenseur de l'enseignement libre, il alerte aujourd'hui les élus sur la nécessité de s'informer. Au point de départ, vous êtes élu. Vous vous dites, pas de préjugés, ce sont des citoyens, ce sont des électeurs, s'ils me demandent un rendez-vous, je les reçois, s'ils me demandent conseil, je leur donne des conseils, etc. Et deuxièmement, mon idée, il est possible d'assimiler les musulmans en France sans passer par la laïcité. Pourquoi faire la différence entre l'enseignement privé catholique et un autre au point de départ, sur le plan strictement juridique? Je suis pour la liberté de l'enseignement, je vais pas aller contre la liberté d'enseignement d'une autre religion. Après tout, je suis pas contre les lycées juifs, je suis pas contre les lycées protestants comme Stanislas. Si vous voulez, bon, au point de départ, vous vous dites non, au contraire, c'est peut-être un moyen d'intégration parce que j'avais cette idée que au moins l'enseignement privé musulman allait former des gens qui seraient conservateurs, au bon sens du terme. C'est-à-dire des gens qui se conduisent bien, quoi, pour être clair. Utiliser la religion comme une sorte de garde-fou. Et là, c'est là que vous vous rendez compte, au bout d'un certain temps, que vous êtes très naïf.
Mais il faut l'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, bon, maintenant, je ne tiendrai plus du tout le même discours, parce que vous vous rendez bien compte que c'est un État dans l'État, etc. Donc, ils ne servent pas l'intégration. Et c'est pour ça que j'ai des positions maintenant qui sont très différentes de celles que j'avais il y a une vingtaine d'années. Mais encore une fois, ces positions, je les regrette pas. Parce que si j'avais dit tout de suite non, je ne saurais peut-être toujours pas pourquoi je dis non. Donc maintenant, je sais. J'ai sans doute été celui qui a donné son aval à l'idée que ça pouvait se faire. Oui. Je me souviens très bien de la conversation. Mais je m'en souviens très bien parce que ça m'a marqué, surtout après, quoi. Et ensuite, là aussi, j'ai évolué. Ce sont des choses que vous ne pouvez comprendre qu'avec l'expérience. L'expérience, mais pas seulement. Dans le cadre du lycée Averroès, c'est le retour du ministre de l'Éducation nationale qui permettra d'y voir plus clair sur la formation comme sur les financements.